Mesdames, Messieurs, nouvel enregistrement avec, quand je vois la corpulence, invité de bienveillance et Gilles Rico, nous sommes avec Monsieur Camille Chat. Camille, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, mais c'est surtout toi qui nous intéresse. Est-ce que toi, tu vas bien? Ça va pas trop mal, ouais, plutôt bien. J'ai Bon, hâte de reprendre ma vie normalement, mais ça va. je ne vais pas te parler de confinement, comme t'ai dit il y a 15 jours, ni de qu'est-ce que tu fais la journée, est-ce que tu bouffes des yaourts, est-ce que tu as des séries. Voilà, je laisse les journalistes pour ça. En revanche, tu es dans une pièce un peu singulière, parce qu'on voyait des avions au-dessus de toi. C'est quoi, c'est ta chambre quand tu étais gamin? Pas du tout, je suis dans le bureau de mon père. Je suis dans le bureau de mon père où j'ai tous mes maillots que j'ai. Ah, génial! Il a toute la panoplie, mes casquettes, mes capes. Enfin bref, tous mes petits trophées, le livre du 15 de France. Donc voilà. Ah, c'est cool. Tu gardes tes maillots de l'équipe de France, tous? J'en garde quelques-uns, mais la plupart je les donne donc je les mets dans le bureau de mon père. Et puis après, sinon j'en donne, ouais, bien sûr. J'en donne à mes amis, voilà, à des gens. T'as gardé le premier? Le premier, ouais, il est là, je crois, le premier. Ouais, il est ici, ouais. Tu rentres dedans encore? Je sais pas, j'ai pas essayé, je t'avoue. C'est vrai que j'ai pris quelques kilos depuis que j'ai commencé. Alors, je voulais pas commencer par cette question, mais je vais m'en débarrasser. Camille Chat, le roi de la coupe de cheveux improbable. D'où ça te vient, ces idées de malade mental d'avoir des cheveux coupés là, raconte, qu'est-ce que c'est ce truc? Non, mais je sais pas, j'ai une petite inspiration avec Bernard Leroux il y a 1 an et demi, et puis voilà, on s'était donné un petit défi. C'était celui qui allait chez le coiffeur en premier qui avait perdu. Et puis moi j'ai continué le défi. Lui il a vite craqué, moi j'ai continué le défi et maintenant j'ai les cheveux longs et voilà, ça me va bien. Tu peux te mettre de profil? Tu peux te mettre de profil juste à côté. Là j'ai un chouchou. Voilà, il commence à être long. Bon, alors Camille, tu es né à Auxerre. Ouais. On entend vraiment beaucoup ton stylo, hein, je te le dis. T'en prie. Bon, je ne peux pas te dire de l'enlever parce que si tu m'en colles une, j'ai 6 mois d'indisponibilité. Là, je peux pas trop, là. Et d'ailleurs, ça va être super cool d'être pote avec toi pour aller en boîte. Personne ne doit nous embêter, quoi. Ouais. Je sais pas, je vais pas en boîte. Bon, alors, né à Auxerre, tu as vécu à Pourin. Exactement. Et là, tu as vu quand même déjà chercher Pourin, c'est quand même fort. Tu as commencé à jouer au rugby à Toussy. Ouais. C'est à 25 km. Ça veut dire que déjà, c'est ce qui est aussi très intéressant, je veux le croire en tous les cas humblement dans ces émissions, c'est aussi de voir que le parcours d'un champion des top 14, quel que soit le sport, mais en l'occurrence là on est dans le rugby, de top 14, mais aussi international, c'est aussi jalonné de beaucoup de sacrifices. Ça veut dire que les jours d'entraînement, tu te fallait avec ton papa peut-être, ou ta maman, ou tes proches, les 25 km qui te séparaient pour aller t'entraîner, c'est aussi démontrer que si on est tout seul, c'est difficile d'y parvenir et qu'il faut un soutien. Toi, ta famille a tout de suite été solidaire de tes envies? Bah oui, bien sûr. Hein. Enfin, ça, c'est le problème pour beaucoup de familles, je pense, d'emmener ses enfants au sport. Et pour moi, c'est super important. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui a pu m'emmener, ma grand-mère, mon père, ma mère. Et c'est vrai que c'est super important d'accompagner les jeunes qui font du sport, quoi. Surtout quand on est à la campagne comme ça, c'est assez chiant au niveau des trajets, mais bon. Tu as galéré d'ailleurs pour aller t'entraîner, c'était compliqué ou c'était un... T'as jamais eu de lassitude en fait de faire cette route le matin ou le soir avec la pluie? Quand j'étais jeune, non, pas du tout, parce que voilà, j'étais content d'aller au rugby, j'étais content d'aller voir les copains, et puis c'était toujours un plaisir pour moi, et j'ai toujours débordé d'énergie. Donc aller au sport, pour moi, c'était vraiment que du bonheur, quoi. T'as fait du kickboxing, t'as été champion de France. Je veux pas avoir la tronche de tes adversaires
lors des compétitions. La première question, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux sports et pourquoi, une fois que tu as fait les deux, pourquoi tu as choisi le rugby? Il y a des points communs, oui, déjà le combat. Et après, au niveau de la mentalité, je pense que dans les deux sports, il ne faut rien lâcher, il faut avoir envie d'avancer et d'être combattant. Donc voilà, ça se rejoignait plutôt bien. Et c'était quoi la deuxième question, pardon? Pourquoi tu as choisi le rugby finalement plutôt que le... Ah oui, en fait j'ai dû faire un choix à un moment donné, vers 13 ans. Fallait que je fasse un choix entre le rugby et le kickboxing parce que je partais à Dijon pour les sports. Donc c'était soit je continuais le kick et soit je continuais le rugby. D'accord. Et c'était une ambition d'aller au pôle espoir pour moi à l'époque. Et puis mon père aussi a voulu que j'arrête le kick parce que voilà, il préférait la mentalité du rugby. Tu parles de tes 13 ans, mais déjà, dès tes 11 ans, tu étais quand même dans une vraie volonté de donner le meilleur de toi-même. Ah oui, moi je me souviens d'un tournoi de rugby où Camille était en moins de 11 ans, où je me souviens, c'était à Avallon. C'est Julien Camille. Nous sommes avec Julien Prignot. C'est en direct? Oui, absolument, t'es en direct, t'es avec Julien. Camille. Et toi, impeccable? Impeccable, super. Julien. Je me souviens d'un tournoi de moins de 11 ans où notamment c'était peut-être le premier tournoi où c'était à Avallon. Je sais pas si tu te souviens. Et à la fin du tournoi, tout le monde était venu me voir en me disant que je n'avais pas le droit de faire jouer un jeune qui était plus âgé que ça dans la catégorie parce que tu avais passé ton après-midi à traverser le terrain. Du coup, j'avais été obligé de demander à ton père qui nous donne ton montrer que tu avais bien 11 ans. Julien, vous verriez le sourire de Camille, ça fait super plaisir. Julien, Camille, qui est Julien? Est-ce que tu peux nous expliquer? Julien, c'est un de mes premiers entraîneurs. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a suivi toute ma jeunesse et lors de mes premières sélections. Et puis on a eu 2-3 anecdotes quand j'étais plus jeune et puis qui m'ont marqué et qui m'ont appris la vie aussi parce que Julien m'a fait progresser dans certains points et c'est aussi le grand frère d'un de mes meilleurs amis donc voilà, on garde un bon contact. Julien, est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote du tournoi de Strasbourg? Ouais. Allô, Julien? Vous m'entendez? Très mal, Julien. Pardon. Camille, c'est un garçon qui donne par son engagement. Forcément, pour lui, s'il est arrivé là, c'est parce que. On vous entend pas bien, Julien. Vous pouvez vous mettre peut-être comme. Il y a plusieurs adultes et plusieurs personnes dans la vie de Camille qui ont fait qu'il en est là aujourd'hui. Il y a plein de monde, mais Camille, c'est quelqu'un qui a été beaucoup suivi et donc beaucoup de gens ont cru en lui parce qu'il a su toujours rendre le respect et l'espérance qu'on avait en lui par son travail, par sa volonté, par son engagement. Donc c'est normal qu'il a beaucoup de monde qui se sont mis sur son parcours et qui fait qu'il en soit là. Après, je me souviens d'une anecdote, je m'occupais des sélections moins de 15 ans et on faisait un tournoi qui était plutôt important pour de la détection de pôle, notamment, et puis pour la suite, à Strasbourg. Et puis Camille, c'était un jeune dynamique qui aimait l'activité et la suractivité. Donc voilà. Et on l'avait emmené à Strasbourg et on lui avait dit, par contre, tu bouges pas d'un poil et on se consacre 100% à l'activité rugby. Parce que Camille était capable de faire plein de choses, mais au moment du match, il était lui à fond. Mais est-ce que ses camarades, eux, n'étaient plus trop capables d'y être des fois. Et on lui avait dit, tu bouges pas. Et Camille, avait fait des jeux d'enfants et du coup, j'avais été obligé de le recadrer presque comme un père l'aurait fait pour le remettre dans la partie rugby. Et du coup, des fois, c'est vrai qu'on en rigole quand on se recroise. J'ai eu d'autres personnes pour préparer ce spécial Camille Chat avant de vous avoir, Julien, et même si je suis pas journaliste, j'ai tellement de respect et de considération pour ces champions que ça me semblait normal de faire tout ça en amont. Et certains, pour pas dire la plupart,
ne pouvez pas imaginer la carrière juste incroyable du bonhomme qui est en face de moi aujourd'hui. Vous, quand on en a parlé ensemble, vous me disiez quand même il avait quelque chose en plus. Il était déjà meilleur que ceux qui étaient dans son environnement. Ça, pour vous, était presque une évidence? En fait, ouais, ça a été presque une évidence. Après, Camille, il a un point commun sur toute la totalité des jeunes que j'ai dû côtoyer rugbystiquement. Hein, je sais pas, 800, 1000 jeunes, plus peut-être 1500. Je sais pas, il y en a 3 qui sont devenus professionnels. Ces 3 têtes-là, elles ont un point commun. C'est des travailleurs. C'est des travailleurs et qui ne cherchent jamais d'excuses. Jamais d'excuses pour pas travailler. Ils sont capables de travailler physiquement, ils sont capables de travailler dans la répétition. Et je crois que Camille avait cette qualité-là. C'est un vrai travailleur. Et après, il est doté d'un mental plutôt exceptionnel. Mais c'est un vrai travailleur et je pense qu'il n'aurait pas pu en arriver là sans avoir eu cette dose de travail. On en parlait ensemble. Je pense que on n'est pas champion. On est avec des qualités et des mômes qui naissent avec des qualités. Il y en a des piliers. Et pourtant, ils ne deviennent pas tous comme Camille. Mais par contre, il faut naître avec ses qualités, être correctement accompagné, et puis après, il met la dose de travail. Quand Camille travaille, il est souvent tout seul, il le sait pourquoi, et depuis tout petit, il travaille. Et s'il en a, parce qu'il y a tous ces facteurs-là. Mais s'il n'y avait pas le facteur travail, qu'il a mis lui au centre de son activité, il n'en serait pas arrivé là. On croit des fois qu'on devient champion comme ça facilement, ou qu'on devient, mais c'est pas possible. Camille? Bah ouais, c'était exact. Hein, c'était exact. C'est vrai qu'on parlait de. Déjà, je voudrais revenir sur un point. Je parlais des amis qui m'emmenaient au rugby, de ma grand-mère et les parents de Julien font partie de ceux qui m'ont beaucoup emmené le mercredi. Et du coup, voilà, je tenais encore une fois à les remercier. Et une fois donc revenons-en à nos moutons. Ouais, le travail, bien sûr, j'ai toujours été motivé et j'ai toujours eu des objectifs dans ma vie. Et c'est vrai que dès que je pouvais travailler et j'essayais de le faire tous les jours, je m'y mettais à fond. Et même aux entraînements, voilà, je me rappelle, il y a des moments quand j'étais jeune où je me disais, allez, cet entraînement-là, je le fais, je me concentre à fond tout l'entraînement et j'essaie de tout faire bien. Et voilà, c'est des petits détails qui font qu'on progresse au fur et à mesure, je pense. Et à chaque fois qu'on passe un palier, on a envie de faire mieux. Et voilà. Bon, Julien, merci. C'était cool de vous avoir. Ça fait plaisir d'avoir Camille. C'est vrai qu'on se contacte ou on s'aperçoit, on se voit, mais c'est vrai que des fois on ne prend pas le temps de parler un peu 100% rugby parce que c'est ce que je disais, il aurait pu être joueur de fédéral ou joueur de série ou n'importe. Je garderai le même lien que j'ai actuellement avec lui parce que pour les valeurs qu'il a et qu'il partage. Pour sa famille et pour l'éducation qu'il a et pour plein de choses. Mais voilà, en plus, il a la chance de réussir, donc je lui souhaite que ça dure le plus longtemps possible. C'est cool. C'est cool. Merci beaucoup, Julien, en tous les cas, d'avoir parlé rugby et puis aussi transmission, parce que c'est ça aussi, finalement, qui est important, c'est que nos aïeuls puissent croire en nous et que nous, on donne le meilleur pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous. Merci, Julien. Je vous souhaite une bonne après-midi et promis, je vous envoie la vidéo avec le sourire de Camille. Super, salut. À bientôt, merci. À bientôt, Julien. Ciao. Bon. Ça me fait plaisir. Hein. Je ne m'y attendais pas. Tant mieux. C'est finalement, tu vois, Camille, c'est aussi rendre, comment dirais-je, vous remercier de la confiance. Je parle de tous les joueurs qui gentiment prennent du temps avec moi. C'est aussi te montrer qu'on est très heureux, que c'est pas, voilà, que c'est sain et que moi je suis ravi de voir ton sourire, quoi. Parce que quand je te vois au rugby, souvent un visage concentré et je sais combien je vois la différence qu'il y a, quoi. Je t'ai vu à Nice, pour la préparation, c'était bon enfant, mais là, quand on est dans le match, on rigole plus pareil. Ensuite, parce que tu parlais des 13 ans, tu pars à Dijon, à la BCD 15, qui malheureusement actuellement est pareil, fermé, donc on n'a pas pu avoir des contacts là. Déjà, c'est déjà une détection de partir de Auxerre à Dijon? Ouais, bien sûr, c'est une détection. Hein. Donc, tu as le pôle espoir et ensuite tu as le CREF. Et donc, ils ont fait la BCD 15, c'est pour concurrencer un peu les gros clubs donc, de toute la France.
parce que nous, en Bourgogne, malheureusement, on n'a pas de club pro. Maintenant, il y a Nevers, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas encore de gros clubs, quoi. Donc c'est vraiment pour concurrencer les gros clubs. Et c'est déjà pas mal de sélections pour arriver donc, de jouer dans cette équipe, quoi. Je fais court parce qu'on a tellement de choses à voir ensemble. En 2013, tu signes au Racing 92. Comment on passe de Dijon à Paris? Mais quand je te dis ça, c'est pas uniquement d'abord comment tu as été détecté, mais aussi psychologiquement, parce que tu es vachement jeune, tu as 17 ans quand tu pars à Paris. C'est-à-dire que même si tu as toujours bougé, tu quittes vraiment là toute ta région. Il faut avoir des coronesses aussi. Mentalement, il faut être prêt. Mais déjà, parle-nous de ta détection. Est-ce que tu savais qu'il y avait quelqu'un qui t'a choisi? Raconte-nous ce moment. Pour le Racing? Ouais. Déjà à la base, moi, Paris, ça me chauffait pas trop parce que je voulais pas y habiter. Mais j'ai été pris au Pôle France, donc c'était à Marcoussis. Et Alain Gazon me suivait depuis 2 ans, il me semble. Et puis on en parlait régulièrement. Il voulait que je vienne au Racing. Il est déjà venu voir mon père ici. Et un jour ou l'autre, voilà, j'ai été visiter le centre du Racing et le centre d'entraînement du Racing. Et j'étais impressionné. J'avais croisé les pros en salle de muscu. J'avais des étoiles dans les yeux. Et c'est vrai que ça y fait beaucoup. Et aussi, ce qui a fait beaucoup, c'est que je suis à 1h30 de chez mes parents. Et par rapport à d'autres clubs comme Agen ou autres, voilà, j'étais à côté de chez mes parents, quoi. Donc ça a bien penché pour la balance. Tu as rencontré Christophe Monbé aussi là-bas? Ouais, Monbé aussi. Avec mon père, on a eu plusieurs rendez-vous c'est avec lui. Important. Non, je te coupe. C'est important aussi ce contact humain, parce qu'il faut donner sa confiance finalement à celui qui veut te recruter. Bien sûr, ils ont su avoir le discours qui m'a fait accrocher. Et avec Christophe, c'est vrai qu'on a eu plusieurs rendez-vous et c'est ce qui a fait que j'ai signé au Racing, quoi. Ta première rencontre avec le président, tu t'en souviens? Ma première rencontre avec le président, il me semble que c'est, je sais plus. Ouais, ça doit être ma première année. J'ai dû le croiser, mais je me rappelle plus trop. C'est l'occasion juste pour moi de le remercier, puisque j'ai quelques contacts avec lui. Et Camille, tu le sais pour avoir vu d'autres exemples de bienveillance et Rico avec d'autres joueurs. On est le seul club en France, Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, à avoir cette capacité-là. Alors, ça vient du club qui, moi, m'autorise à le faire, et aussi de vous, champion, qui autorisez à passer ce moment-là. Mais donc, comme souvent, je remercie ceux grâce à qui on fait ces lives. Je ne voudrais pas oublier le président dans ces remerciements, parce que il est tout en haut, quoi. Il est tout en haut. Champion Krabos. Tu pars faire les championnats du monde 2014 en Nouvelle-Zélande. T'as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans. 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Mais c'est ma première année. Je n'ai même pas le temps de fêter le titre avec les Krabos. Et c'est d'ailleurs Jackie Lorenzetti qui m'a ramené à Paris avec son avion. Donc c'est une anecdote assez marquante. C'est génial, ça, c'est juste génial. C'est marquante, ouais. Il était venu voir la finale contre Hoche, et puis du coup direct après le match, j'ai même pas pu fêter le titre, et on est parti sur Paris et j'ai repris l'avion pour la Nouvelle-Zélande, quoi. Donc. Et là, quand même, tu te dis, est-ce qu'à un moment, cette question-là, je la pose souvent à tes homologues, parce que tu as 17 ans, tu es gaillard, tu gagnes. Tu vis une aventure dans le sport privilégié. Tu commences, si tu n'es pas professionnel, tu sens que ça commence à. Est-ce qu'on ne prend pas la grosse tête? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas waouh, quoi, je suis le meilleur? Est-ce que ce moment-là, tu l'as vécu ou finalement pas du tout? Pour moi, non. Après, pour les autres, je ne sais pas. Mais en fait, à ce moment-là, puis même encore maintenant, mais je savais que j'étais loin d'être arrivé. Je savais qu'il y avait encore beaucoup d'étapes. J'étais qu'en Krabos. Bien sûr que je suis champion de France, bien sûr que je vais à la Coupe du Monde des moins de 20.
mais je dois jouer encore en e-sport, je dois prouver que j'ai ma place en e-sport, et après je dois essayer de jouer en pro, et il y a du monde devant moi en pro, donc pour moi il y a pas de quoi prendre la grosse tête, quoi. Et même encore aujourd'hui où je sais que j'ai une énorme concurrence, il y aura toujours quelqu'un pour nous concurrencer, donc non, il n'y a pas à avoir la grosse tête et pas à s'enflammer, on n'est pas le meilleur, et voilà, ça demande qu'à travailler, quoi, donc pour s'améliorer. La semaine dernière, avec Finn Russell, on parlait aussi de son départ en Nouvelle-Zélande, qui a, à défaut de transformer son jeu, ça l'a ouvert à une perception différente de rugby, puisque, et puis pour ceux qui ont la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, d'abord le pays est extraordinaire, magnifique, mais il y a une vraie culture rugby, des plus jeunes aux plus grands. Est-ce que toi aussi, ça t'a servi, cette expérience rugbystique, de voir que tout le monde joue au rugby dans ce pays? Est-ce que ça t'a amélioré? Ou est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur une version différente? Ça m'a ouvert l'esprit, ouais. Chaque voyage que j'ai fait avec le rugby, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis c'est vrai que de voir la culture qu'ils ont là-haut, c'est impressionnant, quoi. Des tout petits, c'est pareil, mais c'est un peu comme nous ici au foot, quoi. Eux, dans la cour de réaction, dans la cour de récréation, pardon, ils jouent au rugby, quoi. Que nous, on joue au foot. Donc c'est pas la même culture, quoi. Et on avait fait 2-3 entraînements avec l'école de rugby. Et on voyait qu'ils avaient déjà tous les gestes, les tic-tac, les passes, les offloads, voilà. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, quoi, parce que quand nous, on revenait dans nos écoles de rugby en France, c'est pas pareil, quoi. Parmi les qualités qui sont les tiennes, on ne l'a pas évoqué, ça a été d'ailleurs salué il y a quelques semaines, malheureusement avant le confinement, de cette pointe de vitesse que tu peux avoir parfois. Pour toi, talonneur, ça a été évident quand? Ça n'a pas été évident. Pour moi. Ou à l'arrière? Non, pour moi, quand je suis rentré au Pôle Espoir, déjà je suis rentré au centre, mais je suis vite passé. En fait, on m'a dit tu seras trop petit, donc si tu veux percer, il faudra que tu joues talonneur. Et je ne savais pas du tout lancer, je lançais des grosses pizzas, donc je jouais plus troisième ligne. Et je me ouais, maintenant je les mange. Et je me plaisais beaucoup en troisième ligne, et voilà, je courais partout, le boulot d'un troisième ligne, quoi, ça me convenait complètement. Et le jour où j'ai dû passer talonneur, donc bien sûr que je jouais une mi-temps troisième ligne et une mi-temps talonneur en général, en trabos. Et après, voilà, j'ai vu que je pouvais pas passer en troisième ligne, donc je me suis mis à lancer, et puis après j'ai pris goût à ça, j'ai pris goût à la mêlée, et voilà, là ça devenait une évidence, quoi. 2015, champion espoir. Ah, mais là quand même déjà, quoi, t'as 18 piges. Tournoi donc destination espoir, championnat du monde junior, battu en demi-finale par les Blacks. Ouais. Belle branlée, pardon. Oui, c'est vrai. Vous perdez aussi pour le match pour la 3e place. Mais là déjà, rien que quand je parle du France All Black, je sens dans ton rictus d'agacement déjà. T'es encore ennuyé de cette défaite-là? T'y penses? Je pense que sur le match, il n'y a pas eu photo, mais forcément, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est toujours agaçant de la perdre, et puis donc ça reste à l'intérieur, quoi. Mais bon, il y en a eu d'autres, et je pense qu'il y en aura d'autres, malheureusement, et j'espère qu'il y aura plus de victoires que de défaites, mais c'est comme ça qu'on apprend. Déjà, dès ta majorité, tu as déjà beaucoup bougé. Je parlais de l'entraînement quand tu étais plus jeune, les voyages pour le tournoi, pour la Nouvelle-Zélande. Là, en l'occurrence, tu nous l'as dit, tu es chez ton papa, donc tu reviens dans ce qui est de l'ordre de tes racines. Tu disais tout à l'heure que tu étais bien parce que tu étais à 1h30 finalement de Guiroux et de ta maison. Ta maison te manque quand tu es loin, ou tu te régales quand même de voyager? Non, je me régale. Après, bien sûr, pas ma maison, ma famille me manque, mes amis me manquent, et la nature qu'il y a en Bourgogne, moi j'adore la nature. Et c'est vrai que ça, parfois, ça me manque quand je suis à Paris, quoi. Donc, mais après, voilà, je sais que j'adore ce que je fais. Je me lève le matin, je suis super content de faire ce que je fais, et voilà, donc pourvu que ça dure. 2015, Dimitri part à la Coupe du Monde. Et bien voilà, toi tu te reviens, bim,
Titu, raconte-nous ce premier match. Qui te le dit? À quel moment tu le sais? Essaye de nous redonner la chronologie de la semaine qui précède. D'abord, honnêtement, on est entre nous, hein, on va être vu que par quelques milliers de personnes. Quand Dimitri part à la Coupe du Monde, est-ce que tu te dis oh putain, c'est bon, elle est pour moi, et ça serait humain et normal? Et si tu te dis ça, et après raconte-nous la semaine qui précède ta première titularisation. Ben, ça faisait déjà 1 an ou 1 an et demi que je m'entraînais avec les pros donc, du Racing. Et j'avais jamais eu ma chance. Et donc bien sûr que j'attendais que Dimitri parte à la Coupe du Monde, forcément. Enfin, pour moi c'était l'occasion rêvée. Mais et tout l'entraînement que j'ai fait avant, je pense que m'ont beaucoup fait progresser. C'est pour ça que quand on dit on est jeune, on a envie de jouer, mais au final ça m'a beaucoup appris, beaucoup fait progresser jusqu'au jour où j'ai joué ce match. Et donc, pour revenir à la semaine d'avant, la préparation d'été s'était super bien passée. Et je chantais une confiance, une confiance de mes coéquipiers et des coachs qui étaient inhabituels par rapport à la saison d'avant. Et Laurent Travers est venu me voir, il m'a dit est-ce que tu te sens d'être titulaire contre Toulon? Donc c'était à Toulon. Et moi j'ai dit bah ouais complètement. Enfin, voilà quoi, j'avais trop envie et j'étais super fier et super heureux, donc voilà. Et puis en plus on a gagné ce premier match à Toulon, donc c'était parfait. Tu as appris les combinaisons dans la semaine ou tu les connaissais déjà? Ben non, vu que je m'entraînais avec les pros depuis 1 an et demi, ça n'avait pas trop changé. Et puis la prépa d'été quand même, on apprend toutes les combinaisons, donc je les connaissais. Tu flippes quand tu rentres sur le terrain, Mayol? T'es observateur ou t'es vraiment concentré? Est-ce que tu te souviens de ça? Je flippe pas, mais j'étais stressé. J'étais stressé de bien faire et non, je flippe pas, mais ouais, un peu stressé. On parlait de transmission tout à l'heure. Tu deviens 6 mois après international du 15 de France. Voilà, c'est un truc de fou. En l'espace de quelques années, tu passes de junior à international A. Ça veut dire que déjà dans le conglomérat des talonneurs, tu as Dimitri Sarzeski comme repère au Racing et tu as Guillaume Guirado en équipe de France. C'est-à-dire que c'est quand même pas des peintres. Qu'est-ce que tu apprends de ces bonhommes-là? D'abord, est-ce que tu les observes ou est-ce que tu vas au contact d'eux? Comment ça se passe? Je sais qu'au Racing, Dimitri, lui, il est venu directement en contact avec moi et je trouve qu'il a fait pour moi, ça a été un exemple parce qu'il a fait une passation avec moi que je trouve très belle, parce qu'il aurait pu ne pas le faire. Et il y avait même Virgile Lacombe qui m'a beaucoup aidé aussi. On l'embrasse, qui est un super type. C'est vrai. Et voilà. Et moi, pour moi, grâce à eux, j'ai envie de faire, d'apprendre aux plus jeunes que moi. Si je peux apprendre, j'ai envie de leur faire apprendre, quoi, grâce à eux. Et en termes de travail, Dimitri, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui donnait beaucoup pour toutes ses ambitions. Et c'est vrai que ça m'a donné un exemple fort quand même dès le début. Et Guillaume Guirado? Et Guillaume Guirado, pareil. Après voilà, moi j'étais en équipe de France et je savais que c'était lui le capitaine, c'était lui le titulaire et du coup j'étais un peu plus dans l'observation avec lui. Quand on voit un jeune comme ça arriver, comme toi avec Guillaume, qui est aussi un garçon formidable, enfin il n'y a pas de doute là-dessus, est-ce que chez lui, ça le booste un peu parce qu'il se dit que derrière ça pousse? Est-ce que ça tu l'as ressenti? Et je te pose cette question-là parce que est-ce que tu te poses pas cette question-là avec Teddy qui maintenant lui aussi? Je pense qu'on se la pose tous. Après lui, voilà, il était capitaine, je pense qu'il était à peu près sûr de jouer. Mais bien sûr qu'on n'a pas envie de se faire doubler par notre concurrent et bien sûr qu'on n'a pas envie de se faire doubler par un plus petit que soi et que forcément, moi j'adore Teddy Bobigny et voilà, je fais tout pour qu'il progresse et qu'on progresse ensemble. Voilà, on se concurrence au lancer, on se concurrence dans beaucoup de choses. Mais bien sûr qu'un jour ou l'autre, on est en concurrence et qu'on va être encore plus en concurrence de plus en plus. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Malgré qu'on soit des bons amis, quoi.
Kamisha donc est international, Titu au Racing. Est-ce que, à quel moment tu as senti que ta notoriété prenait un élan fort? Est-ce qu'il y a un moment donné où, est-ce que le fait d'être en équipe de France, ça a changé le regard de ceux qui ne te connaissent pas, hein, je parle dans la rue par exemple? Oui, je pense, oui. Je pense que l'équipe de France, ça aide beaucoup. Après, ce qu'il faut faire attention en équipe de France, c'est que ça peut aller super bien comme ça peut aller au moins bien. Donc, c'est ça qui est dur avec l'équipe de France, c'est que si tu es bon, ok, tout le monde t'aime, et le jour où tu fais une faute, tout le monde te tacle. Et, donc, c'est ça qui est dur, mais je pense que l'équipe de France, bien sûr, ça m'a aidé à faire grandir ma notoriété, quoi. Exemple, le monsieur à vélo qui t'a vu pendant que tu étais en train de peindre sur le mur et qui s'est arrêté, qui a fait demi-tour pour dire c'est bien Kamisha. T'as été loin dans tes renseignements, ouais, exactement. En Bretagne, quoi. Ça veut dire que, et là, c'est là aussi tu t'es dit, waouh, en Bretagne, j'arrive d'une région où ça joue pas rugby, je pars en Bretagne où, à part Vannes ou Auray, pour parler des filles, tiens, ça joue peu au rugby, enfin c'est pas une terre de rugby. Là, tu t'es dit, ah ouais, quand même, non, c'est pas, il n'y a pas un sentiment comme ça? Bah, bien sûr, ça fait toujours plaisir hein, de voir quelqu'un qui nous reconnaît dans la rue. C'est toujours plaisant, bien sûr. Est-ce que quand tu joues avec le Racing à l'extérieur, tu parlais de Toulon, est-ce que les gens sont bienveillants aussi avec toi? Ça dépend. Ça dépend, non. Il y en a qui sont bienveillants, il y en a qui sont moins bienveillants, quoi, comme partout. Après, ça dépend. Tu parles des clubs ou tu parles en général? Ben, je parle des supporters des clubs, quoi. Mais après, voilà, c'est le jeu. Moi, ça me fait rire quand je joue pas au rugby. Ça me fait rire de parler à des joueurs, ou ça me fait rire d'entendre les anciens qui chambrent les joueurs. Et ben, quand on est sur le terrain, c'est normal que ce soit à notre tour, quoi, aussi. Ouais. Ça fait partie du jeu. Match face à l'Irlande. Je parle du tournoi. Ouais. On gagne le premier match. C'est ton premier match. Tu rentres, je ne sais plus à quelle minute. 7-6 minutes, je crois. 6-7 minutes, je crois. Tu as déjà une coupe juste improbable. J'y reviens à ça, mais ça me fait rire à chaque fois que je te vois. En face, il y a Sexton et l'équipe de France gagne. Tu es sur la poussée de l'essai. Là, c'est une joie. Est-ce que cette joie-là de gagner au Stade de France, tournoi destination, premier match, est-ce que cette joie, tu t'en souviens? Est-ce que tu peux l'exprimer encore aujourd'hui? Bien sûr, après, j'étais frustré de rentrer que quelques minutes. Mais ouais, franchement, c'était un rêve pour moi qui se réalisait. Mon premier match en équipe de France. En plus, on gagne les Irlandais au Stade de France. Donc voilà, c'était magnifique. J'aurais pas rêvé mieux, quoi. On avance, plein de sélections avant, alors des blessures, parce que ça fait partie du lot des champions, donc tu loupes des matchs. Et puis il y a ce France-Japon, chez nous, à Paris La Défense Arena, qui s'appelait la U Arena à l'époque. L'occasion de faire un lien avec cette salle. Est-ce que tu te l'es approprié et est-ce que tu te dis, waouh, on est quand même dans une salle juste incroyable, les lumières, le son, le binôme au micro. Non mais ça a été. Non mais est-ce que vraiment le public proche, est-ce que là tu te dis que tu es vraiment dans le rugby des années 2020 quelque chose de différent de ce qu'il peut y avoir au principal stadium, à la Liva, enfin tu vois, est-ce que vraiment tu sens une différence dans cette maison qui est la tienne maintenant? Bien sûr qu'il y a une différence. Après, j'avais beaucoup d'attachement pour Colombes, mais forcément, de jouer dans l'Arena, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et à chaque fois que je la vois, je me dis, wow, c'est incroyable, quoi. Et quand il y a de l'ambiance, quand il y a de l'ambiance, c'est un stade magnifique. Et moi, j'adore jouer dans ce stade. Et ouais, j'en suis très content. Là, tu me parles, on dirait que tu parles à la presse, tu sais, court. Et moi, tu es tranquille, tu peux. Et l'important, c'est pas exactement. Je sais que tu es un journaliste un peu. Non, je suis pas journaliste. Mais non, tu le sais bien.
Et en revanche, j'espère que tu seras avec nous si on fait une émission de radio, un live le mardi. On en parlera. C'est une très bonne idée, ça, ce live. Le mardi. Je te remercie. Je participerai avec plaisir. Eh bien, monsieur Kamicha, je vous remercie de l'occasion de dire, donc, on essaie de travailler sur quelque chose qui n'existe pas le mardi soir pour Mardi c'est Rugby et faire une émission pour débriefer avec les MC et speakers des autres clubs et une demi-heure avec le Racing, comme on n'aura que des victoires. Ça sera encore plus facile d'avoir Kamicha. Je vais t'enlever ton sourire parce que je vais revenir sur un match où on n'a pas gagné. Avant de parler du Racing, encore avec l'équipe de France, on est au Japon. 62e minute de mémoire, tu rentres sur ce match contre l'Atréa, la tronche que tu fais déjà. T'as la meilleure note avec Charles Olivon et Bernard Leroux dans la presse sur ce match face aux Gallois. Comment tu vis ces dernières minutes de ce match-là? Est-ce que tu as envie de taper dans la gueule des Gallois? Comment tu vis ce moment? En fait, au fil du match, je sens j'avais le sentiment qu'on a perdu complètement les pédales. Et ouais, j'étais énervé parce qu'on avait fait un début de match splendide. Et il y a eu 2-3 petites actions qui ont fait que le match tourne. Et j'étais énervé parce que on a énormément travaillé pour en arriver là. On a fait un bon début de Coupe du Monde et c'était toute une histoire qui s'arrêtait et voilà quoi, une Coupe du Monde c'est rare dans une carrière, donc voilà, un sentiment de frustration et de déception parce qu'on pouvait passer et voilà, mais c'est le sport. Tu rentres au vestiaire, tu jettes ton maillot, tu as envie de dire des gros mots de fou, combien de temps on met pour évacuer ça? À part quand un con comme moi te repose la question. Franchement, longtemps. Je crois que j'ai mis tout l'été à. Ah ouais. Déjà, j'ai pas dormi de la nuit après le match. Tu rumines, quoi. Tu te dis, putain, fais chier, quoi. Tu te le dis, et même encore aujourd'hui, je me dis, je fais chier, mais bon. Mais c'est comme ça. 2023, c'est en France. J'espère que j'aurai le bonheur d'annoncer ton nom lors de la finale et qu'on sera champion du monde. On va parler un peu aussi qu'est-ce qui te fait rire dans ce que je viens de dire? J'espère. On va parler... Je ne sais pas si tu te souviens, si on est champion du monde, tu dois faire le tour du stade à poil. J'espère que ça sera la même chose en 2023. Je le ferai. Camille, on parle du Racing. J'évoquais tout à l'heure dans ce qui était propre à toi aussi, c'est ta vitesse de malade mental qui est la tienne, qui fait partie des spécificités. Et c'est plus, je ne vais pas dire que c'est rare chez les talents, mais toi, tu as quand même une vitesse de pointe incroyable. Et ça s'est vu dès le départ et ça continue encore. Est-ce que tu t'entraînes spécifiquement aussi pour la course dans tout ce qui est de l'ordre de ton entraînement? Je m'entraîne spécifiquement, non, pas forcément, mais quand on a des séances de sprint et d'explosivité, ce qui est ma force, l'explosivité, bien sûr que je veux la travailler et je ne veux surtout pas la perdre. Ça, c'est un de mes points forts et c'est ce qu'il faut que je continue à avoir, quoi. Dans les gens que j'ai interrogés, j'ai passé quelques coups de fil, on m'a raconté qu'un jour, tu avais fait du vélo, tu avais monté une côte de fou. Et derrière, tu avais encore tellement l'énergie que tu as quand même en fait un match de rugby et tu as été le meilleur sur le terrain. Tu te souviens de ça? J'ai un doute, mais c'est mon père qui vous l'a dit ou... Aujourd'hui, tu es toujours autant motivé que tu ne le fus quand tu étais jeune? Ouais, bien sûr, je pense que... Mais j'ai pas les mêmes objectifs, mais ouais, je suis toujours autant motivé. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est un plaisir pour moi de me lever le matin et d'aller au club et de m'entraîner et d'avoir cet entourage-là, ces coéquipiers qui font mon bonheur tous les jours. Donc, je suis toujours autant motivé et je veux surtout pas que ça s'arrête, quoi. Ça fait 2 fois que tu me vois, c'est pour ça que je souris aussi. T'es un peu vieux quand même, donc tu vois. T'as raison, c'est vrai. Mais tu sais, la jeunesse, c'est le temps qui nous reste à vivre, disait l'autre.
on est au Racing. Quand des nouveaux joueurs arrivent, puisqu'il y a quelques jours, le coach a donné, notamment avec Yannick, la liste des joueurs qui allaient arriver. Comment ça se passe l'intégration de nouveaux joueurs? Ça se fait naturellement, vous mangez ensemble, vous vous présentez. Bon, alors toi, tu es connu, mais comment ça se passe? Bah ouais, en général, tous les nouveaux, tous les jeunes, déjà ils se présentent, ils doivent chanter une petite chanson ou une petite connerie pour mettre la bonne ambiance et puis pour qu'on apprenne à se connaître. Mais en général, moi au Racing, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'intègre mal ou qui a du mal à s'intégrer. C'est un peu pareil, mais bon. Mais ouais, il y a toujours une bonne ambiance et il y a toujours des mecs pour aller chercher les nouveaux, pour aller discuter avec eux et je trouve que c'est pas plus mal. Il me reste 2 questions, Camille. Je voudrais vraiment te remercier. C'était vachement cool de passer ce moment avec toi. Et puis pour ceux qui te découvrent, dire que en dehors des moments du match, tu es comme ça tout le temps. Et puis là, je t'ai trouvé plutôt à l'aise, alors que la dernière fois à Marseille, on a fait une vidéo. Bon, bref. Camille, je parlais de Laurent Travers. J'évoquais avec lui la saison qui, malheureusement, on le sait, n'aboutira pas à des titres, que ce soit de champion de France ou de champion d'Europe. Est-ce que toi aussi, cette année, tu la sentais vraiment bien, même si tu as loupé effectivement beaucoup de matchs avec la Coupe du Monde et le tournoi? Est-ce que tu sentais que ça sentait bon quand même cette année? Oui, bien sûr. Enfin, je sentais qu'en tout cas, on avait fait un bon début de saison en Coupe d'Europe et qu'on s'était qualifié et que voilà, on attendait juste le quart de finale. On savait que ça allait être un gros match, mais on avait l'envie et on sentait qu'on était bien, quoi. Donc c'est malheureux ce qui nous arrive, mais je pense qu'on aurait pu passer en tout cas une étape de plus et pourquoi pas plus quoi. Je parlais tout à l'heure de Paris La Défense Arena, de la Nouvelle-Zélande. Alors, je ne sais pas si tu as joué à Lambs Park ou si à l'Eden Park, pardon. Tu as joué. Temple du rugby par excellence de l'hémisphère sud. Est-ce qu'il y a un stade qui t'a impressionné? Est-ce qu'il y a un endroit où tu t'es fait la réflexion en te disant waouh, quoi, je suis là, ou incroyable ambiance, ou tu vois, ou pendant les hymnes, est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a touché, et si oui, dans quel endroit? Je pense que tu le sais. Non, il y a plusieurs stades qui m'ont marqué, mais le stade qui m'a le plus marqué, c'est bien évidemment le Camp Nou en 2016 quand on était champion, quoi. Là, c'était vraiment les vestiaires incroyables. On sortait des vestiaires, il y avait une petite chapelle pour les croyants juste avant de rentrer sur le terrain. Et tu sortais, tu avais des murs immenses de supporters devant toi. Et ça, c'est des souvenirs incroyables. Et en plus, on gagne le match. Et pour moi, c'était mon meilleur souvenir de rugby, quoi. Je raconte l'anecdote déjà, je ne sais plus avec quel joueur, que Dimitri a failli tomber parce qu'il y avait le câble qui était là. Est-ce que quand tu rentres justement sur ce match, effectivement, je pensais aussi comme toi au Camp Nou, 100 000 personnes, le dernier match de Laporte qui était coach de Toulon à l'époque, enfin, il y avait plein de choses qui se mettaient aussi en place. Tu débutes sur le banc? Ouais. Comment toi tu vis quand tu es sur le banc un match? Comment je vis ce match ou un match normal? Alors, en général, mais encore plus celui-là où tu es en finale, quoi. Et celui-là, moi, c'était, j'avais pas souvent été titulaire donc la première année. Mais comment je le vis, moi, je pense là, avec du recul, je me dis, en fait, je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait, quoi. C'était ma première année où j'ai eu beaucoup de choses et je me rendais pas compte de tout ça, quoi. Et là, là aujourd'hui, je me dis que c'était incroyable. Mais en fait, sur le moment, j'étais tellement concentré. Donc, bien sûr que j'ai des moments où je regardais les tribunes et je me disais, c'est fou, quoi. C'est incroyable. Mais sur le moment, j'étais aussi concentré dans mon match et je voulais bien faire et je voulais gagner. Donc, quand Maxime prend le rouge, t'es abattu ou t'es toujours au temps?
je regarde mon coéquipier, je crois que c'est Ratchik Vartanov qui était à côté de moi. Et il y avait Luc Ducalcon aussi, il me semble. Et on se regarde, on se dit, bon, c'est mort. Hein. Enfin, voilà, quand tu prends un rouge au rugby, à haut niveau, c'est quand même compliqué de gagner un match. Et au fur et à mesure, non, on s'est mis à y recroire. Et au moment où je rentre sur le terrain, moi, je voulais, je voulais mettre mon jeu en place, envoyer du jeu, et puis ça nous a réussi. Après, c'est pas ma faute, c'est pas grâce à moi, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Un mot sur la troisième mi-temps. Elle a duré. Le président, les cheveux comme ça. Elle a duré à peu près 4 jours et voilà. Dernière question, Camille, c'est passé super vite. J'espère que tu as au moins passé aussi toi aussi à. C'est super, ça m'a fait plaisir de te voir et plaisir de parler de tous ces bons moments. Ça fait toujours plaisir de reparler des moments comme ça, quoi. C'est aussi la thématique de l'émission Bienveillance et Jéricho. On ne parle que des moments qui font plaisir. Il y en a suffisamment qui nous fâchent pour qu'on puisse les mettre de côté. Dernière question récurrente à tous les joueurs et au staff. Je ne l'ai pas demandé au président pour pas qu'il me vire, mais la saison prochaine, titre de champion de France ou Coupe d'Europe? Et me dis pas les deux. Ce que je préfère, moi? Ah oui, si tu l'année prochaine, si tu dois dire quelque chose. Coupe d'Europe. Coupe d'Europe parce que j'ai jamais gagné ce titre. Et puis je trouve que c'est une belle compétition et je m'éclate dans cette compétition, donc j'aimerais bien la gagner une fois. Ouais. Bon, c'est tout le mal que l'on te souhaite et qu'on souhaite au ciel et blanc, quoi. Et puis une petite victoire dans le tournoi l'année prochaine avec l'équipe de France. Ça serait bien, ouais. Merci Camille. Merci à toi. Bon après-midi. À bientôt. À bientôt. Salut.